C'est en 1994 qu'eut lieu la première démonstration de télémédecine, entre Montréal et Paris. En revanche, elle est pratiquée officiellement depuis 1920. Mais finalement, qu'appelle-t-on télémédecine ? Eh bien, la télémédecine, c'est aujourd'hui la seule solution pour répondre aux besoins de la population en matière de soins, car nous sommes aujourd'hui dans une situation dramatique en manquant cruellement de médecins dans les zones rurales ou dans les zones dont l'attractivité est faible pour ces professionnels de santé. Durant des années, malheureusement, les pouvoirs publics ont cru que c'était, comme dans le domaine du commerce, l'offre qui dirigeait la demande. C'est-à-dire que pour limiter les dépenses de santé, il suffisait de limiter les médecins. Aujourd'hui, force est de constater que c'est un échec et nous faisons face aujourd'hui à une diminution des possibilités d'accès des personnes à des soins de qualité. La télémédecine, eh bien, c'est une solution pour permettre à un médecin spécialiste, par exemple, de donner un avis à un médecin généraliste, voire même à terme peut-être à des médecins généralistes de donner des avis à distance à des personnes qui sont dans une situation où il n'y a pas un médecin à proximité d'elles. L'évolution des technologies nous a ouvert beaucoup de portes. Mais quels moyens sont utilisés aujourd'hui pour pratiquer la télémédecine ? Alors il y a plusieurs moyens, tous les moyens électroniques sont possibles, certains me paraissent tout à fait acceptables, d'autres me paraissent beaucoup plus difficiles. Si la télémédecine, effectivement, c'est la possibilité à un dermatologue à qui on transmet les images d'une lésion cutanée de la personne de pouvoir apporter un diagnostic à distance, oui, c'est une très bonne chose. Si la télémédecine, c'est permettre à un radiologue très spécialisé de donner un conseil à un autre radiologue moins spécialisé, eh bien oui, c'est une très bonne chose. C'est aussi une très bonne chose si c'est un spécialiste de l'anatomopathologie, c'est-à-dire celui qui regarde les tumeurs au microscope, de pouvoir donner un avis à un chirurgien qui est confronté brusquement à une tumeur dans un endroit où il n'y a pas d'anatomopathologiste à proximité. Oui, c'est extraordinaire. Si par contre, effectivement, qu'on en vient à faire des consultations sur Internet sans examiner les personnes à partir simplement du déclaratif, je pense qu'on court un grand danger pour la qualité des soins. Il serait faux, effectivement, de penser, du moins de mon point de vue, que ce genre de consultation par Internet, sans rien avoir examiné la personne, serait une meilleure solution pour finalement combler l'absence de médecin local. C'est une porte extrêmement dangereuse que l'on est peut-être en train d'ouvrir. Où sont passées les consultations où le médecin met le patient à nu, l'examine de la tête aux pieds ? N'est-il pas dangereux de prescrire à des patients que l'on n'examine pas ? Je crois qu'ils sont très dangereux. C'est-à-dire qu'on peut avoir un patient qui va décrire ses symptômes, mais entre ce qu'il décrit et ce que le médecin pourrait constater directement, il peut y avoir un énorme pas. Je crois également qu'on est aussi peut-être en train d'ouvrir une porte à des abus extraordinaires. C'est-à-dire qu'on peut imaginer aussi que des centres de médecine par consultation à distance s'organisent et que finalement, là où justement des médecins ont du mal à rester parce qu'effectivement c'est une zone rurale, parce qu'il n'y a pas une densité d'habitation assez importante pour véritablement le faire vivre dans l'avenir, eh bien si on commence à vampiriser ces lieux de consultation, les rares médecins qui sont encore installés partiront. Donc on a un double risque, à la fois d'une dégradation de la qualité de la médecine, mais également d'une, je dirais, désertification plus grande encore des derniers médecins qui trouveront là, à ce moment-là, plus de lieux pour exercer. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.